Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 18 février et on ouvre cette édition avec l'actualité sociale. Depuis hier, pas de cours au collège de Petit-Bourg. Les enseignants protestent contre des suppressions de postes annoncées pour la rentrée prochaine. Une délégation de 7 personnes, dont 2 parents d'élèves, rencontre actuellement le recteur d'académie de Guadeloupe. À la rentrée 2016, le collège comptera près de 1000 élèves et pas assez de professeurs. C'est donc ce qu'il dénonce. Des suppressions de postes qui vont également avoir des conséquences sur les élèves. Les précisions de Jean-Luc Laurent. Il est enseignant au collège de Petit-Bourg et membre de l'intersyndicale. Il répond aux questions de Julien De Kuyper et Quentin van der Stichelen. C'est essentiellement sur les élèves parce qu'ils vont se retrouver à plus de 1000 élèves dans un collège qui est déjà en sureffectif, donc ce qui va poser forcément des problèmes de prise en charge en termes de pédagogie, en termes de communication, en termes de relations avec les élèves, en termes de vie scolaire, les incivilités, etc., qui ne peuvent pas aider à une prise en charge correcte d'un élève. Une délégation quand même de 7 enseignants plus des parents d'élèves des 2 fédérations qui vont nous accompagner. Donc on y va effectivement pour entendre ce qu'on nous répond. Je sais qu'en France, c'est les 35 heures. Comment est-ce qu'ils vont faire s'il y a moins d'enseignants et plus d'élèves pour combler? Vous avez une idée? C'est exactement la question que l'on pose. On ne sait pas comment faire. On a beau nous expliquer, là on a une dotation au horaire global, une dotation pour le collège, pour faire fonctionner globalement, pédagogiquement le collège, où il nous manque 38 heures. Donc ça signifie suppression de postes, ça signifie soit en français, soit en technologie, ou alors des dédoublements de classes. Donc ce n'est pas possible. Voilà, cette délégation qui rencontre donc actuellement le recteur d'académie de Guadeloupe. Plus de précisions sur l'issue de cette réunion dans notre édition ce soir à 19h. Eux aussi sont mobilisés aujourd'hui. Les éleveurs de bovins ont bloqué ce matin l'accès à la chambre d'agriculture de Convenance à Bémao. Leur revendication, la prime à la vache allaitante. Certains d'entre eux n'ont pas reçu cette aide européenne pour l'année 2015. On fait le point tout de suite avec Muriel Barlagne. Ils sont venus très tôt bloquer l'entrée de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe ce matin. Les éleveurs de bovins ont signifié ainsi leur ras-le-bol. Déjà très affectés par la sécheresse de 2015, ils comptaient sur une prime versée pour les vaches allaitantes à raison de 250 € par vache. Mais depuis décembre, certains d'entre eux n'ont rien vu venir. Depuis, la DAF et l'Agence de services et de paiement se renverraient la balle. Les éleveurs ne peuvent plus attendre. Nous pas rien encore. Nous surendettés, la banque qui nous toute la journée, sécurité sociale nous-mêmes, la plupart des monde dans nous coupé. Il y a là dans voiture, pas d'assurance ni contrôle technique, caoutchouc lisse, parce que pas de l'argent pour faire ça. Mais sous promo moratoire en janvier, mais janvier va tomber, février va tomber, et mars nous beau savent. Alors il y a couper assez. Alors là, situation là vraiment critique. Je dis c'est coup de gueule là nous avons fait aujourd'hui là, et il y a qu'à penser ces derniers là, parce que là je dis à faire ça régler. Patrick Célin, le président de la Chambre d'agriculture, s'est dit solidaire face à la situation des éleveurs de bovins, même s'il ne cautionne pas le blocage. Il a invité les services de l'État à une rencontre. Moi, j'ai contacté tout le monde ce matin parce qu'ils ont envie d'entendre des interlocuteurs autres que la Chambre, parce que tout le temps nous sommes avec eux, nous leur transmettons les informations que nous avons. Maintenant, ils commencent à ne pas croire la Chambre, mais ne plus croire dans ces informations. Ils ont l'impression qu'on les tourne en bourrique, c'est ce qu'ils disent, et ils veulent voir les interlocuteurs directement. Alors nous, en tant que chambre consulaire, ce que nous faisons ce matin, moi j'ai appelé le préfet et j'ai appelé les autres services de l'État pour voir dans quelle mesure ce matin se tienne à la chambre d'agriculture une table ronde avec ces agriculteurs-là. En Guadeloupe, il y aurait 7700 éleveurs. 1600 dossiers auraient été déposés pour les demandes de primes de vaches allaitantes. 400 seraient bloqués. Les services de l'État concernés ont accepté de participer à une table ronde à 11h30 à la Chambre d'agriculture pour peut-être apporter des réponses. Et on va refermer ce chapitre social avec ce mouvement depuis hier du personnel des blocs opératoires du CHU de Pointe-à-Pitre, un débrayage pour dénoncer leurs conditions de travail qui auraient des conséquences sur les patients. Les précisions de Véronique Courtois, elle est secrétaire générale adjointe UTS-UGTG. Elle est interrogée par Éric Pommier.
Donc, personnel à le bloc opératoire débrayé hier parce qu'il y a un manque de matériel qui est considérable au bloc opératoire, et tant au niveau de petits matériels et gros matériels qui a fait que les interventions ont systématiquement repoussé. Et personnel n'y aura le bol parce que ça fait des années que ça a duré et que la situation de CHU est en péril de jour en jour. Donc, ils ont décidé de dire stop là pour que l'administration puisse prendre responsabilité à eux face à la prise en charge du malade. Eh bien, la direction qui répond que l'hôpital n'a pas ni l'argent, mais pas parce que l'hôpital n'a pas ni l'argent qu'il faut nous mettre en danger la sécurité du malade. Donc, nous avons une réunion après-midi là, à midi avec la direction du CHU et ainsi avec le personnel du bloc pour nous mettre en demeure de prendre responsabilité à eux et d'acheter ça qu'il faut pour nous prendre en charge le malade de manière optimale. Son débrayage pour le moment, là, il n'y a qui les interventions d'urgence qui a fait, les interventions programmées stoppées. Donc, il faut que la direction, le personnel en réponse très rapidement. Nous avons constaté qu'il y a manqué des vis pour opérer les malades qui ont vis. Pas ni bétadine, elle est là, pas ni papier, suit tout pour suivre meilleur. Donc, mais c'est l'état général à l'hôpital là, tout service en l'hôpital là, nous avons un manque crucial de matériel. Et pour un bloc qui a opéré, nous, c'est des vies quand même que nous avons sauvées dans un bloc, ça n'est pas acceptable, ça inadmissible. Et donc une réunion est prévue en début d'après-midi avec la direction. La problématique de l'eau en Guadeloupe. En début de semaine, le président du SIAG, Laurent Bernier, a évoqué la création d'un syndicat mixte eau de Guadeloupe et non plus un syndicat unique comme c'était prévu. Pour le président du comité de défense des usagers de l'eau, Germain Parent, cette nouvelle structure ne réglera pas forcément le problème de l'eau en Guadeloupe. C'est en tout cas ce qu'il déclarait hier soir sur notre plateau. C'est encore une fois de plus tromper la population, leur faisant attendre et croire qu'ils auront un puits unique, qu'ils auront une canalisation d'eau, qu'ils auront une nouvelle facture et que leur quotidien de tous les jours vont être réglés. Ce n'est pas le cas du tout. Il faut s'attendre à la sécheresse. Dès demain, ça va commencer. Les tournants d'eau vont commencer. Le préfet va devoir prendre encore des arrêtés de tournants d'eau. Malheureusement, l'ensemble de la Guadeloupe et ceux qui souffrent surtout n'en ont pas besoin de cela. Et le comité de l'eau de la Guadeloupe de défense des usagers sommes désolés et de dire à nos compatriotes politiciens guadeloupéens qu'ils ont une déficience et qu'ils ne pourront jamais régler ce problème-là. Et c'est pour cela que nous voulons absolument leur dire que l'ensemble des usagers, avec des associations, des représentants, pourront leur aider et à faire partie de ce nouveau syndicat. Et justement, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. À Sainte-Anne et Saint-François, un incident technique perturbe la distribution de l'eau potable depuis ce matin. Retour à la normale prévu en fin de soirée. Et puis au Lamentin, un incident technique s'est également produit ce matin. Conséquence, des perturbations, voire des manques d'eau se font ressentir sur l'ensemble de la commune. Tout devrait rentrer dans l'ordre en début d'après-midi. L'actualité dans notre grande région de la Caraïbe avec tout d'abord le président américain Barack Obama qui a annoncé aujourd'hui qu'il se rendrait à Cuba les 21 et 22 mars prochains avec son épouse Michelle. Au cours de cette visite de 2 jours, il rencontrera son homologue Raúl Castro, mais aussi des membres de la société civile. Barack Obama qui a également promis d'aborder la question des droits de l'homme avec les autorités cubaines. L'actualité dans la Caraïbe, c'est aussi cette fuite explosive en République dominicaine. Voici la Minute Caraïbe. 8 blessés, dont 6 graves. C'est le bilan d'une forte explosion qui a retenti dans une reprise d'emballage plastique en République dominicaine mardi matin dans le quartier de Los Rios. L'origine de la déflagration n'est pas encore connue. De gros dégâts matériels sont aussi à déplorer. Un bâtiment de 3 étages s'est effondré. Une quinzaine de véhicules garés ont été soufflés par l'explosion. Des incendies se sont déclenchés dans les appartements limitrophes, brûlant un certain nombre de résidents. Pour les riverains, l'explosion est la conséquence de la négligence des propriétaires de l'usine d'emballage qui ferait remplir leur réservoir sans aucune surveillance, laissant fuir du gaz des tuyaux. Un homme de 66 ans a eu le corps brûlé à 70%, un enfant est encore enseveli sous le décombre et plusieurs autres blessés graves sont à déplorer. Le président dominicain Danilo Medina a déclaré que ses pensées allaient aux victimes et que toutes les mesures de sécurité seraient prises pour qu'un tel accident n'arrive plus jamais.
Les chefs de gouvernement de la CARICOM et leur ministre des Finances se sont réunis en intercession à Belize afin de rédiger une réponse régionale à une menace qui pourrait atteindre fortement le secteur bancaire des États membres. Le risque porte sur la perte de correspondants bancaires à l'étranger, voire sur l'accès aux marchés financiers internationaux. Plusieurs banques internationales, principalement aux États-Unis et en Europe, ont signalé aux banques caribéennes leur réticence à continuer à exercer leur activité. Ces banques internationales évoquent la réduction des risques, y compris sur les transferts de fonds imposés par la nouvelle politique de leur siège. Les chefs de gouvernement de la CARICOM ont créé un comité des ministres des Finances, présidé par le Premier ministre et ministre des Finances d'Antigua et Barbuda, Gaston Bouarde. Ce comité est appuyé par de grandes institutions régionales telles que le comité des gouverneurs des banques centrales, l'Association caribéenne des banques et le groupe d'action financière des Caraïbes. Gary Elizer, un journaliste de presse écrite du Guyana, est accusé d'utiliser le nom de notre journal local, le Guyana Guardian, pour solliciter des recettes publicitaires de plusieurs entreprises locales. Selon le département des enquêtes criminelles à Georgetown, Elizer a même créé un site internet et un compte Facebook sur lesquels il se fait passer pour le rédacteur en chef d'un autre journal. Le véritable rédacteur en chef du Guyana Guardian dit ne pas connaître le mis en cause et a déposé plainte. Il a fallu tout de même attendre 2 mois pour que l'imposteur soit démasqué. L'homme n'a toujours pas été localisé, mais continue à publier sur le net. Retour en Guadeloupe avec notre focus cette semaine sur les chantiers d'insertion dans notre département. Ils représentent une véritable opportunité pour de nombreuses personnes, non seulement des jeunes mais aussi des adultes en situation d'échec social. Sur le site de Beau Soleil à Saint-Claude, mis à disposition par le conseil départemental, 8 jeunes en parcours d'insertion s'initient au métier du son. Leur objectif, intégrer un institut de formation dans l'Hexagone pour ensuite décrocher un emploi. Jacques Damprobe est allé à leur rencontre. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas dans un studio de musique, ou pas vraiment. En réalité, ces jeunes gens bénéficient d'une initiation à la découverte des métiers du son, de la captation au mixage, en passant par le montage. Christian et ses camarades ont mis le doigt dans la sonorisation, mais aussi dans le monde des logiciels de musique assistés par ordinateur. En ce moment, je suis en train de nettoyer des pistes qu'on a enregistrées, des pistes de batterie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs micros sur la batterie et on va différencier chacun pour garder exactement ce qu'on a besoin pour l'enregistrement. Et c'est une formation assez importante parce que moi, pour la fin de l'année, on va dire en octobre, je suis censé partir en France pour rejoindre une école IMFP pour passer le diplôme technicien son et par la suite ingénieur son. L'initiation dure entre 6 et 12 mois. Elle est dispensée depuis 2 ans par le CEGIL, le Conseil guadeloupéen d'initiative locale. À l'issue de cette initiation, les stagiaires pourront intégrer un centre de formation. Ils valideront alors leur projet professionnel. Technicien de son, ingénieur de son, au niveau des MAO aussi pour avoir l'agrément, pour aussi être formateur et apprendre à d'autres personnes des logiciels comme Cubase, Prologic, voilà. Cédric Cléril est le chef du projet découverte des métiers du son, un projet innovant lancé il y a 2 ans qui plaît et qui donne des résultats. 4 jeunes ont depuis intégré un centre de formation à Salon de Provence, dans le sud de la France. Là, mon but à moi, c'est de pouvoir coordonner tout ça, cette étape, de pouvoir suivre au mieux que possible et de leur permettre, en fin de compte, de travailler sur leur projet et de pouvoir avancer. Donc, c'est une initiation qui est ouverte au public du RSA, du Pôle emploi, de la mission locale. Dans quelques semaines, le groupe présentera un événement incontournable pour lui, les Jeudis de Beau Soleil. L'ambiance est assurée. Culture, je vous propose maintenant de découvrir cette exposition qui se tient depuis hier au Mémorial Act. Des collégiens de Gourbert ont planché sur l'œuvre de Maryse Condé, Chien fou dans la brousse. 2 mois et demi plus tard, leurs travaux ont donné lieu donc à une exposition temporaire. Le reportage de Muriel Barlagne. Des dessins, des tableaux, des installations, du texte, tous inspirés du livre de Maryse Condé, Chien fou dans la brousse.
Leurs auteurs, des élèves de 4e et de 5e du collège Richard Samuel de Gourbert, mais aussi ceux d'un établissement scolaire marseillais. Le fruit d'un projet pédagogique pensé par des plasticiens de Marseille, ainsi que le comité Maméga, une association de diffusion de la culture et de lutte contre l'illettrisme et l'exclusion. Nous ayant contactés pour porter ce projet en Guadeloupe, c'est avec un intérêt évident qu'on a souhaité donc réitérer cette expérience en Guadeloupe afin de permettre donc à des collégiens guadeloupéens d'une part de lire l'œuvre, de se l'approprier de manière vraiment artistique et historique, parce qu'il s'agissait à partir de la lecture de l'œuvre de produire des créations plastiques et ensuite de les exposer sous forme d'une exposition temporaire. Cette approche pluridisciplinaire de l'ouvrage de Maryse Condé a nécessité l'intervention de professeurs divers, histoire, littérature, mais aussi arts plastiques. Les plasticiens sont allés donc encadrer des ateliers pendant 2 semaines au sein du collège de Gourbert pour produire donc toutes les œuvres que vous voyez là, enfin une grande majorité d'entre elles, et en même temps aborder, donc comme je disais tout à l'heure, certaines techniques artistiques ou certaines mouvances de l'histoire de l'art. Parce que c'est avant tout une manière de s'approprier l'histoire, mais aussi de s'approprier l'art, tout simplement. Et ils ont aussi participé à la Céno, enfin voilà, ça a été vraiment un projet collectif. Parce qu'il faut aussi savoir que tout ce qui est valorisation, mise en espace des œuvres fait aussi partie des programmes scolaires. Ce projet a obtenu le soutien du ministère des Outre-mer, du ministère de la Culture et du Memorial Act. L'exposition y est installée jusqu'au 28 février 2016. Avant de se quitter, on va jeter un coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Comme ce matin, le temps sera assez instable avec un soleil voilé et des risques d'averses sur quasiment l'ensemble du territoire. Les températures indiqueront cet après-midi entre 26 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. On se retrouve ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.